je suis content, un double titre de cette nouvelle conférence, donc notre cycle de conférences du CAS en IRM de la Haute École de Santé. La première, même si je ne suis pas très objectif, c'est pour le sujet, l'hyperpolarisation, tant parce que c'est quand même un peu un changement de paradigme en IRM, mais je pense même un peu au-delà de ça, en fait, en radiologie, c'est aussi se reposer les questions de qu'est-ce que c'est l'objectif des images, essayer d'aller retrouver l'imagerie moléculaire, peut-être apprendre des nucléaristes, je sais pas, tout plein de choses comme ça, donc c'est quand même un sujet assez passionnant. Et puis la deuxième chose, c'est pour notre orateur de ce soir, donc Arnaud Comment, après sa thèse aux États-Unis dans le laboratoire d'un des grands-pères de l'hyperpolarisation, je pense qu'on peut dire ça. En fait, il a participé depuis le milieu des années 2000 en fait, au développement et accompagné un peu le développement d'une des techniques d'hyperpolarisation qui s'appelle DNP, et donc de sa translation dans la recherche préclinique jusqu'à aujourd'hui l'application clinique à travers une initiative suisse. Et puis depuis quelques années, depuis 2015 en fait, il travaille donc chez GE, qui est le seul fabricant d'un système clinique d'hyperpolarisation. Et en même temps, il dirige un groupe à l'Université de Cambridge, au centre de recherche sur le cancer de l'Université de Cambridge, grâce à une bourse ERC. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, dans le monde, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont partagé ce chemin de l'hyperpolarisation depuis la physique dure des sous-sols jusqu'à la lumière de l'hôpital. Et donc voilà, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous ce soir. Arnaud. Merci Jean-Noël pour cette introduction un peu trop élogieuse à mon goût, mais je suis toujours de temps en temps dans le noir du laboratoire de physique, donc c'est ma formation de base, donc j'aime toujours faire ça. Et je suis certainement heureux de pouvoir revenir en Suisse et voir qu'il y a toujours des gens intéressés dans l'hyperpolarisation, en plus de Jean-Noël, qui évidemment n'a jamais quitté le domaine depuis sa thèse. Donc, comme Jean-Noël l'a dit, on a commencé à faire à démarrer ce projet d'hyperpolarisation à l'EPFL en 2005, si je me rappelle bien, et puis en partant vraiment de l'instrumentation. Et maintenant, c'est un outil de recherche clinique, donc on ne sait pas très bien comment ça va se développer dans le futur, mais pour l'instant, les feux sont au vert, donc il y a des chances que ça devienne quelque chose qui pourrait profiter aux patients. Donc, j'espère que je vais essayer de vous exposer ça, disons, de manière technique et un peu vous présenter les résultats qu'on a aujourd'hui, qui vont peut-être vous donner l'envie de participer à tout ça. Donc, je commence un peu par les concepts de base, parce que je ne sais pas très bien la formation de toutes les personnes ici présentes. Mais donc, l'IRM, ça, c'est sûr, vous connaissez. Mais on sait par définition que la résonance magnétique nucléaire n'est pas très sensible. La raison pour laquelle on arrive quand même à faire des images de très bonne qualité, c'est évidemment parce qu'on a 40 molaires d'eau dans le corps. Donc, même si on voit environ seulement une molécule parmi 1 million de molécules dans le corps, on arrive quand même à faire des images avec un contraste intéressant, différents contrastes et de bonne qualité, des hautes résolutions anatomiques. Donc ça, vous connaissez très bien. On peut aussi faire la dynamique du flux sanguin, la diffusion de l'eau, l'IRM fonctionnel. Donc tout ça, c'est basé vraiment sur des contrastes liés à l'eau. Mais l'idée était évidemment de voir qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'eau et qu'est-ce qu'on peut obtenir au niveau des informations biochimiques et en particulier du métabolisme
dans le corps humain. Et donc, évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose non plus ici, mais la raison pour laquelle c'est une information importante, c'est que chaque organe vital a besoin d'énergie, et donc le métabolisme, c'est un peu vérifier que tout fonctionne bien dans le corps de manière, disons, plus directe que l'anatomie. Donc au niveau biochimique, donc juste pour résumer, le cerveau utilise 50% du glucose dans le sang, le foie sécrète et conserve les glucides, les corps cétoniques, les acides gras, et puis le cœur, il fait du travail mécanique comme les muscles. Tous ces organes donc ont besoin d'énergie, énergie particulière, donc chaque organe a des fonctions particulières, et les maladies sont généralement liées et caractérisées à un métabolisme anormal. Donc c'est un peu l'idée, est-ce qu'on peut détecter des dysfonctionnements en allant voir la biochimie du corps in vivo, de manière non invasive, ou au moins avec une technique des limites sans biopsie ou sans chirurgie. Bon, pour faire ça, on connaît un outil qui est déjà établi depuis longtemps, c'est que par définition, la résonance magnétique nucléaire donne accès à la chimie du corps, parce que c'est une technique qui est spécifique, et donc chaque molécule a une signature spécifique. Le problème qu'on a évidemment, c'est qu'au lieu des 40 molaires d'eau, maintenant on parle de millimolaires ou plus petits. Donc tout devient beaucoup plus compliqué, les concentrations sont beaucoup plus faibles, donc déjà seuls les métabolites à très forte concentration sont visibles, et même ceux-là sont seulement visibles dans des voxels qui sont très larges, avec pas de dynamique à la clé. Le métabolisme, c'est non seulement connaître les concentrations, mais c'est surtout connaître les flux. Donc on veut accéder à la dynamique. C'est vraiment là que les informations sont les plus intéressantes. Et ça, c'est pas disponible avec la résonance magnétique nucléaire du proton. Qui plus est, c'est difficile de résoudre les produits chimiques parce qu'on a ce qu'on dit une faible résolution spectrale, c'est-à-dire tous les pics, tous les produits chimiques ont une fréquence de résonance qui est très 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 similaire. Donc vous voyez que c'est par exemple, comme je donne l'exemple ici, le lactate et les lipides ont tendance à être l'un sur l'autre, donc c'est difficile à quantifier. Donc pour accéder à ces flux et à ce métabolisme, l'idée a déjà été implémentée dans plusieurs technologies. C'est d'utiliser des isotopes plus rares, soit radioactifs, soit stables. Dans le cas de l'ARMN, on s'intéresse aux isotopes stables. Et le carbone 13 est intéressant parce que non seulement il est en très faible quantité, donc il est invisible, quasiment invisible au niveau in vivo, donc on a 99% de C12, et donc on n'a pas de signal de fond, ce qui pourrait paraître être un désavantage, mais au niveau du contraste, on a un très bon contraste, ce qui n'est pas le cas pour le proton, où on doit supprimer le signal de l'eau. Donc ça, c'est déjà une chose. Puis ça nous permet de labeller spécifiquement des molécules, isotopiquement, enrichies en C13, pour pouvoir suivre leur chemin à travers les flux métaboliques. D'autre part, on a aussi une beaucoup plus grande résolution spectrale. Donc vous voyez l'exemple ici que je présente, c'est deux métabolites d'intérêt. On reviendra là-dessus sur pas mal d'exemples chez l'humain. Le lactate et le pyruvate sont très bien séparés, même à des champs cliniques, 1,5 Tesla, 3 Tesla. Il est facile de quantifier, même d'exciter sélectivement ces substrats et ces métabolites. Sans rentrer dans les détails, ce qu'il y a d'intéressant avec ce carbone 13, c'est qu'effectivement chaque atome et chaque métabolite a une résonance spécifique, donc on peut suivre en principe individuellement les sites et donc comprendre
à travers quelle enzyme la biochimie a transformé une molécule de départ, un substrat, en un métabolite. Et ici, l'exemple classique du glucose, on part du glucose qui va se transformer en pyruvate, qui va échanger en lactate à travers une enzyme LDH. Et ensuite, avant qu'il rentre dans le cycle de Krebs, la position 1 qui est bleue là, dans le pyruvate, va ressortir en CO2. Et on peut mesurer tous ces signaux par RMN. Alors, ce n'est pas nouveau en soi. Il y a des gens qui ont fait ça en injectant, plutôt en infusant sur de longues périodes du glucose, typiquement labellé en C13, marqué en C13, et les gens ont mesuré l'évolution temporelle du signal pour voir, par exemple, ici, dans ce cas-là, comment le glucose se transforme en glutamate dans le cerveau. Et donc ça, c'était une étude, par exemple, qui a été faite chez l'homme, mais on voit très bien que la résolution temporelle, parlons même pas de la résolution spatiale, mais de la résolution temporelle est faible. On a 10 minutes, voire moins, de résolution, alors que les enzymes travaillent à une vitesse extrêmement rapide. Qui plus est, ici, si on reprend le petit schéma métabolique, si on injecte du glucose et on regarde le glutamate, finalement, on a accès à quelque chose de très complexe avec beaucoup d'enzymes, beaucoup de flux, et donc c'est difficile d'interpréter les résultats sans un modèle mathématique très compliqué qui même peut être inadéquat dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir quelque chose un signal plus important, donc augmenter la résolution spatiale et temporelle, finalement c'est ce qu'on aimerait dans l'imagerie, c'est avoir un signal plus intense. Ça paraît évident, mais ce n'est pas complètement trivial parce que on peut augmenter le champ. Alors évidemment, on peut acheter un set Tesla, on peut acheter même un plus grand champ, peut-être il y a quelques champs plus grands qui sont disponibles pour l'humain, mais on gagne que des facteurs 2, 3 au maximum, donc ça ne va pas résoudre fondamentalement le problème de la résolution. Et la question donc est venue, est-ce qu'on peut hyperpolariser, comme c'était fait dans les gaz déjà plus en avant, le C13. Et donc la réponse est venue d'une technique qui a été établie déjà dans les années 50, qui s'appelle la polarisation dynamique nucléaire en français, ou DNP, Dynamic Nuclear Polarization en anglais. Ici j'ai pris l'abréviation française. Et qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une technique qui en fait est centrée sur le fait que la polarisation est non seulement proportionnelle au champ, donc on peut augmenter le champ, mais elle est aussi inversement proportionnelle à la température. Donc l'autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est de descendre la température. Alors évidemment, on ne va pas descendre la température du patient, mais par contre, on peut prendre une molécule et puis le mettre dans un environnement de très basse température. Et si vous regardez la courbe rouge, là, le C13, vous voyez que c'est assez compliqué d'obtenir une augmentation substantielle du carbone 13, même en allant à des températures extrêmement basses. C'est en Kelvin, mais 10 millikelvin, c'est très très basse température, même pour des physiciens qui travaillent dans la cryogénie, c'est une température qui est difficile à obtenir. Par contre, 1 Kelvin, c'est une température qui est relativement facile. Il s'agit d'avoir de l'hélium liquide sur lequel on pompe. Donc ça, c'est une technologie qui est facilement développable. Et il se trouve qu'à 1 Kelvin, les électrons, donc les spins électroniques, ont une polarisation qui est pratiquement parfaite, donc alignée avec l'aimant, même à des champs de quelques Tesla, parce que le facteur gyromagnétique
est beaucoup plus grande, donc leur aimantation est beaucoup plus grande. Donc c'est quoi l'idée? C'est d'utiliser cette aimantation électronique pour polariser le C13. Donc c'est ça, vraiment conceptuellement, la polarisation dynamique nucléaire. C'est de dire, je vais ajouter à ma substance C13 des spins électroniques non pairés, donc des radicaux, et puis par irradiation micro-ondes, je reviendrai juste brièvement sur ça après, je vais pouvoir augmenter ma polarisation. Alors, ça c'est, comme je dis, une technique qui est connue depuis les années 50. Ce qui était, disons, inaccessible avant les années 2000, c'était l'idée d'avoir une étape de dissolution, c'est-à-dire de réchauffer soudainement la température pour passer de 1 Kelvin à la température du corps. Parce que c'est là que les concepts qui nous intéressent, évidemment, c'est pour faire de la biologie. Et cette technique de dissolution, qui finalement est assez simple, je reviendrai là-dessus, permet vraiment d'obtenir une solution qui a une polarisation de pratiquement 100% à la température ambiante. Et on a accès donc à une aimantation des spins qui est 100 000 fois plus grande que ce qu'on aurait sans cette technique. Alors évidemment, comme dans toute technique, il y a des difficultés, et la difficulté ici, c'est qu'on a créé une molécule qui est hors équilibre, un état qui est fortement hors équilibre, qui va relaxer vers l'équilibre. Donc on a T1, évidemment. T1, il va nous tuer cette polarisation assez rapidement, et si vous avez de la chance, donc si vous avez bien choisi vos molécules, c'est 1 minute. Donc on a 1 minute pour injecter et imager un patient. C'est pas beaucoup. Cela dit, on peut quand même faire des choses intéressantes, et donc je reviendrai sur les applications plus tard, mais je vais juste commencer par conceptuellement vous montrer ce qu'on fait au niveau préclinique, parce que là, c'est peut-être plus facile à voir les détails. Et je vais vous montrer des exemples. Donc, comment ça se passe dans la vraie vie pour faire cette polarisation dynamique nucléaire? Donc, on va choisir un substrat d'intérêt, le glucose, le pyruvate ou autre, l'acétate ou un acide gras, et puis on va lui ajouter 1 pour 1000 environ de radicaux libres. Donc c'est ça la source d'électrons, de spins électroniques libres. Et on fait ça vraiment une soupe, soit dans une pharmacie, soit pour l'humain, soit sur une table de laboratoire pour les animaux. Et puis on insère cette solution gelée à l'intérieur d'un polariseur, donc un hyperpolariseur, c'est-à-dire c'est un cryostat, c'est quelque chose qui est très froid, 1 Kelvin, avec un champ magnétique. Alors ça peut être 7 Tesla, 3 Tesla, 5 Tesla, il y a plusieurs variantes sur le marché. Là je prends l'exemple de 7 Tesla, qui est ce qu'on a à l'EPFL. Et on va utiliser donc les micro-ondes pour transférer cette polarisation du spin électronique au spin C13. Donc l'idée c'est d'irradier les spins électroniques à la fréquence de résonance des spins électroniques, juste un peu à côté. Donc on va faire ça, et puis ce qui va se passer, c'est comme vous voyez sur le graphique ici, la polarisation du C13 va augmenter avec le temps. Ça va prendre 1 heure, 2 heures, donc c'est relativement lent, mais on va atteindre des polarisations qui sont très élevées, donc de l'ordre de 20% par exemple, cet exemple, on peut même monter plus haut. Et ensuite, on va passer à l'étape de dissolution, donc qui est vraiment l'étape cruciale qui a été développée dans les années 2000. C'est simplement, en fait, vraiment très simplement, ça consiste en faire fondre cette solution qu'on a gelée et qu'on a polarisée très rapidement, et de l'extraire de cet environnement du polariseur et de l'avoir sous forme liquide pour injection dans un être vivant, un animal ou un humain. Alors dans le cas des souris, on a
réussi à optimiser tout ça, et donc le délai entre la production et l'injection de 3 secondes. Évidemment, dans l'être humain, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a évidemment plus de précautions à prendre au niveau de la qualité. En plus, il y a plus de volume, donc ça se passe un peu moins rapidement. Mais ça nous permet donc d'avoir des polarisations qui sont très élevées au moment de l'injection, jusqu'à 80%. Donc c'est vraiment une technique qui pratiquement optimise la polarisation C13. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Donc je prends un peu l'exemple ultime qui pourrait, en toute, on va dire, simplicité, être comparé avec le PET FDG, dans le sens qu'on va essayer de voir le métabolisme du glucose. Donc ça, c'est un exemple dans le cerveau d'une souris. Donc on avait 20% de polarisation sur le glucose, et je ne sais pas si vous voyez très bien sur cette image, mais en quelques secondes, après avoir injecté le glucose, donc là on voit le glucose dans le cerveau de la souris, je crois que c'était, oui c'est une souris, dans ce cas-là, on voit le glucose qui va augmenter suite à l'injection, ensuite qui descend en fonction du temps, puisque la polarisation est perdue, mais pendant ce temps qui est de quelques dizaines de secondes, on a la formation déjà du lactate, ici dans cette région, et très clairement, donc en quelques secondes, après avoir injecté dans la veine caudale ou fémorale, on voit que le glucose va rentrer dans le cerveau, passer toutes les barrières, rentrer dans la cellule et être transformé en lactate en quelques secondes. Et ça a un peu choqué évidemment les biochimistes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur cette échelle temporelle. D'ailleurs, on a eu du mal à publier ce papier parce que les gens disaient que c'est pas possible que le cerveau puisse produire du lactate aussi rapidement. Mais en fait, mathématiquement, si on regarde la vitesse à laquelle les enzymes travaillent, c'est tout à fait logique que qu'on puisse obtenir ça. Alors, je reste juste encore sur cet exemple, juste brièvement. Donc, on voit très bien le lactate, et puis on voit aussi quelques intermédiaires. Donc, on a vraiment ensuite accès à des rapports entre les produits, et on peut quantifier ça. Maintenant, passons peut-être à l'aspect qui vous intéresse probablement un peu plus, c'est la translation vers l'homme. Donc ça a pris quelques années pour développer une machine qui est capable de faire ça, non pas chez l'animal, le petit animal, mais chez l'homme. Alors, évidemment, la première difficulté, c'est que les volumes sont différents. Au lieu de 1 millilitre, maintenant on parle de 40 millilitres. Deuxièmement, il y a toute une étape d'analyse qualité qui doit assurer que tout ça est fait de manière stérile et dans au niveau pharmaceutique qui soit compatible avec l'homme. Et donc cette machine, est basée sur un système cryogénique finalement assez similaire à ce qu'on avait avant, mais qui a 4 doses à la fois. Et puis, il y a une petite boîte ici qui fait l'analyse de la qualité du contrôle, c'est-à-dire mesure pH, mesure du volume, mesure de concentration, mesure de température, et qui va permettre à un pharmacien ou un docteur de s'assurer que l'injection est OK et adaptée à l'organisme. Alors là, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas parler de 3 secondes. En ce moment, on en est à 60 secondes. Donc il va falloir 60 secondes entre la préparation de la dose et l'injection. Ça veut dire que ça fait beaucoup de temps, on perd 1 T1, donc on perd 2/3 du signal. Toujours est-il qu'on arrive quand même, puisqu'on part d'environ 50%, on reste toujours à quelque chose comme plus de 10%, 10% au moment de l'injection. Donc on a quand même une polarisation qui est assez spectaculaire, donc qui va donner du signal qui peut être utilisé. Donc je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Alors les
clé, sans rentrer trop dans les détails. C'est surtout que il n'y a pas de liquide cryogénique, donc c'est un système qui est complètement compact et qui régénère l'hélium. Il y a de très faibles pertes thermiques, donc ça permet de travailler toute une journée, et puis pendant la nuit, il y a une régénération, donc on peut faire des injections pendant toute la journée. Et puis, tout est automatisé au niveau du contrôle qualité, etc. Et puis, c'est compatible avec un kit qui est stérile. Donc, c'est ça un peu l'idée. Je reviendrai après sur l'idée du kit. Donc, en ce moment, il y a 24 machines comme ça qui sont installées à travers le monde. Environ la moitié aux États-Unis et l'autre moitié en Europe. On a une machine en Asie, à Singapour, probablement une bientôt à Taïwan, mais pour le moment ça reste concentré sur le mode occidental. Et surtout, on va dire, c'est des universités, donc il y a des docteurs, mais il y a aussi pas mal de gens avec des doctorats qui sont impliqués là-dedans, donc ça reste quand même une technologie de recherche, mais on a par exemple à l'université de London des gens qui font déjà des patients, et c'est vraiment géré par un radiologue, donc c'est vraiment une technique qui maintenant devient accessible. Il y a aussi en Suisse, il y a un système à Zurich. Donc il y a 7 sites en ce moment qui font des études cliniques, et probablement d'ici la fin de l'année il y en aura 10. Donc c'est un peu l'évolution de ce marché. Alors quelles sont les applications? Pourquoi les gens sont intéressés à cette technologie? Alors l'application la plus, on va dire, la plus directe, c'est en oncologie. Pourquoi? Parce que on voit quelque chose qui est quelque part un peu similaire à ce qu'on voit avec le PET FDG, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un effet Warburg, donc le lactate est augmenté dans les cellules cancéreuses, et puisque nous on voit finalement en injectant du pyruvate, on peut voir le lactate directement, donc la concentration de lactate. On va voir quelque part quelque chose qui est similaire, un contraste similaire au PET, bien qu'on voit en fait le produit métabolique plutôt que seulement la prise du glucose par les cellules. Et ces applications en oncologie ont poussé donc l'Université de Californie à San Francisco à faire le premier essai chez l'homme, avec une cible, c'était le cancer de la prostate, pour plusieurs raisons. Une étant que c'est un cancer qui est surtraité et qui n'est pas toujours difficile, qui n'est pas toujours facile à analyser à travers des biopsies. Et donc, ça a été démontré vraiment au départ là-dessus, et c'est un papier qui est déjà sorti en 2013 qui a montré vraiment le preuve de principe. Mais ça, c'était une étude qui n'était pas faite avec la machine que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était vraiment fait avec tous des instruments de physique dans une salle blanche et qui a coûté beaucoup d'argent avant de passer à vraiment un établissement de la machine actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je vais vous donner quelques exemples. Alors ça, c'est un exemple finalement très récent de collègues à New York qui ont réussi à démontrer, et je crois que ça c'est une des choses les plus importantes, que finalement c'était possible de donner un score qui était équivalent au score classique pour le cancer de la prostate, qui est le score Gleason, et qu'il y avait une extrêmement bonne corrélation entre ce qu'on pouvait voir, vous voyez ici sur les images, du lactate par rapport aux biopsies. Et donc, on a ici une évaluation non invasive vraiment de l'agressivité des tumeurs qui, en principe, évidemment,
va permettre de prendre des décisions cliniques sur les traitements ou la chirurgie potentielle. Même chose un peu pour les tumeurs du cerveau à nouveau. On voit ici qu'il y a beaucoup de pyruvate qui est pris et surtout il y a un très fort lactate qui corrèle avec une perfusion, une image perfusion, donc qui à nouveau donne un très bon contraste au niveau de la tumeur. L'autre application qui est envisagée dans un premier temps et qui excite beaucoup de docteurs, c'est les applications en cardiologie, parce qu'aujourd'hui il est difficile finalement d'analyser un peu on va dire le métabolisme et si le myocarde est sain ou pas, et de prendre des décisions cliniques avec l'imagerie classique, même avec l'imagerie IRM. Donc je vous montre ici un peu quelque chose de peut-être un peu trop compliqué, mais c'est juste pour dire que en principe, comme le cœur est omnivore, il est possible en fait d'injecter soit des glucides, soit des acides gras, soit des corps cétoniques, et de voir à peu près tout ce qui est en gris in vivo. Donc on a accès à pas mal d'informations. Et c'est juste pour la petite chose, ici c'est une étude qu'on a fait à l'EPFL, on peut voir en co-injectant un acide gras et un glucide, donc butyrate et pyruvate, on peut voir toutes sortes de flux à travers plusieurs enzymes. Et donc ça c'est ce qui a excité les gens évidemment dans la communauté, et ça a poussé donc aux premiers essais chez l'homme, aux premières imageries métaboliques dans le corps humain. Et donc vous voyez ici une image en noir classique anatomique d'IRM, proton, et puis par-dessus il y a l'image colorée qui est le C13. Et ce qu'on voit clairement, c'est que donc on injecte du pyruvate, donc vous voyez bien les ventricules, le sang qui est très fort, très coloré en pyruvate. Mais plus important, on voit qu'une fois que le pyruvate rentre dans le myocarde, il forme du bicarbonate à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que le pyruvate rentre dans la mitochondrie, il y a une décarboxylation, donc le CO2, le C13 qui est labellé se transforme en CO2 et puis échange avec le bicarbonate. Donc on a une image vraiment du flux à travers une enzyme spécifique qui est importante. Si on regarde maintenant seulement les mêmes images mais sans superposer, vous voyez que c'est quand même assez impressionnant, parce que même avec du C13, on arrive quand même à voir les compartiments et les tissus. Donc c'est pas complètement basse résolution, ça peut être encore amélioré. Il y a toutes sortes de techniques d'imagerie rapide donc, qui sont en train de développer. Mais on est déjà à quelque chose qui peut avoir une application intéressante au niveau clinique. Alors pourquoi les gens ont commencé à s'exciter un peu là-dessus? Une des raisons, c'était que ce papier, qui est finalement déjà sorti il y a pas mal d'années, environ 10 ans, par les inventeurs de cette technologie finalement, qui était en Suède, ils ont démontré dans un cœur de porc que suite à une occlusion, donc un manque d'oxygène, on voyait très bien sur le bicarbonate, après reperfusion, quel était le tissu qui avait souffert et qui avait un changement métabolique. Et donc, on a accès effectivement directement à ce genre d'informations, et en particulier ici, avec un autre, là c'est plus de pyruvate, là c'est du fumarate, qui sera aussi probablement une des prochaines molécules qui va être essayée chez l'homme. On peut imager la nécrose. Alors là, bon, c'est pas très bonne qualité mon image, mais on voit très bien ici, si vous voyez après l'infarct, qu'il y a un très grand
signal dans la zone infarctée. Il n'y a absolument pas de signal au niveau du contrôle, mais ici un signal fort du malade parce que en fait, le fumarate ne va rentrer que dans les cellules nécrosées. Donc on a vraiment une image de la nécrose directe sur le C13. Dans le cerveau sain, ça marche aussi. Alors ça, c'est des images préliminaires qui ne sont pas publiées de l'université de Cambridge. Et donc, on voit qu'on a, bon, il y a encore pas mal de choses à analyser, mais on voit qu'on peut déjà voir le bicarbonate, on peut faire des images qui peuvent être superposées à l'anatomie et obtenir des informations qui, plus tard, une fois qu'on aura fait tous les contrôles, vont peut-être permettre de détecter, par exemple, la neurodégénérescence, où on sait que certaines enzymes, quand on voit là, comme le pyruvate dehydrogenase, sont impliquées dans ce genre de maladie. Alors, comment on fait pour injecter chez l'homme? En ce moment, c'est avec un système qui est peut-être un peu trop complexe. Il a été mis en place il y a pas mal d'années. On est en train de l'améliorer, mais c'est juste pour vous donner un peu un petit goût de à quoi ça ressemble. Donc on va mettre une dose très concentrée d'un substrat, ici dans une petite partie en plastique qui va être insérée à l'intérieur de cet hyperpolariseur, donc c'est à 1 Kelvin. Et évidemment, ça doit être relativement robuste, puisque ça ne doit pas casser dans un environnement assez délicat, très basse température. Et ensuite, c'est connecté à un tube où il y a de l'eau qui est chauffée, donc qui va être envoyée à la fin de la polarisation sur l'échantillon pour la dissolution. Et ensuite, il y a 2 tubes concentriques en fait. Il y a un tube qui va projeter l'eau sur l'échantillon pour la dissolution et l'autre qui va récolter la solution et la rediriger à travers un tube de transfert vers un réceptacle. Et il y a un filtre juste avant parce qu'on ne peut pas injecter le radical, donc on va l'enlever par un filtre mécanique. Il y a une précipitation du radical. Et puis il y aura ensuite une collection du produit final dans une seringue d'administration stérile. Donc c'est ça qui se passe. Et puis au bas du réceptacle, il y a des petites cuvettes et tous les paramètres importants pour le contrôle qualité sont faits optiquement. Donc la mesure du pH est faite optiquement, la température est faite juste avant, mais les concentrations sont aussi mesurées de manière optique, ce qui est la manière la plus rapide. Donc en quelques secondes, il est possible d'obtenir ces informations. Alors, voilà un peu où on en est aujourd'hui. Je voulais juste, si on a encore un peu de temps, vous parler de ce que je pense qui est la technologie du futur. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de simplifier un peu cette complexité parce que c'est quand même relativement onéreux de faire ce genre de scan. Donc, on n'est pas encore à une production de masse. Donc ça, ce sera certainement la première étape pour nous. Deuxième chose, c'est au niveau technique, on aimerait réduire évidemment le délai entre la production et l'injection. J'ai parlé de 60 secondes tout à l'heure. Si on pouvait faire ça en 30 secondes ou un petit peu moins, ce serait quand même beaucoup mieux, on aurait plus de signal. Il faudrait évidemment améliorer l'instrumentation et les méthodes pour rendre la procédure un peu plus fiable. Et puis aussi au niveau du scanner, les bobines et C13 et tout ça, les séquences. Et puis, on voudrait élargir la gamme des substances qu'on peut injecter, parce que pour l'instant, il n'y a que le pyruvate qui a été fait chez l'homme.
Donc on va essayer d'établir d'autres substances. Puis évidemment, au final, tout ça pour vraiment essayer de démontrer s'il y a un bénéfice pour le patient, ce qui n'est pas encore complètement clair. A priori, les résultats qu'on a obtenus chez l'homme corrèlent relativement bien avec ce qui a été obtenu chez le petit animal, donc on a de bonnes chances que ce soit établi, mais ça va encore prendre quelques années, je pense, jusqu'à qu'on puisse vraiment dire que ce soit une technique intéressante pour les patients en général. Alors pour aller au-delà de ça, probablement qu'on va se poser ce genre de questions, enfin on se les pose déjà d'ailleurs, et on a quelques solutions, et donc je vais en parler maintenant. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la recherche. Ce qui est compliqué dans cette technologie, c'est qu'on doit synchroniser la production d'un produit pharmaceutique avec son injection et avec l'imagerie. Tout ça en 1 minute. Et ça rend la pratique extrêmement compliquée et évidemment un problème technique peut facilement arriver avec toutes les étapes qu'on doit faire en 1 minute. Sans compter qu'il y a pas mal de monde qui est impliqué dans cette procédure. Donc est-ce que c'est possible de conserver ces substances? Ça c'est la première question. Ce serait quand même pas mal, comme le FDG, on les a le matin et on les garde pour les doses journalières, ou même mieux, on les prépare le matin pour toute la journée ou le soir d'avant, etc. Est-ce que c'est possible? Donc, avec la technologie actuelle, c'est certainement pas possible parce qu'on a ce T1 de 1 minute. Deuxièmement, est-ce qu'on peut les transporter? Est-ce qu'on peut ne pas avoir cette machine juste à côté de notre IRM? Parce que c'est quand même pas extrêmement pratique non plus. En plus, on ne peut pas l'avoir dans la pièce avec l'IRM pour des raisons évidentes de sécurité. Donc, est-ce que c'est possible même d'avoir je ne sais pas, une fabrique de substances hyperpolarisées à Coppet et avoir tous les hôpitaux, je vois, qui sont livrés le matin. Et ensuite, est-ce qu'on peut les injecter de manière continue? Parce que pour l'instant, c'est une injection d'une dose relativement large et puis un scan rapide. Est-ce que possiblement on peut diminuer des doses et puis accumuler sur plusieurs minutes, des choses comme ça? Donc toutes ces questions, elles sont insolubles aujourd'hui sur la technologie qui est disponible. Pourquoi? Parce qu'on a les radicaux. En fait, les radicaux, ils sont nécessaires pour augmenter la polarisation, parce qu'on a besoin de ces électrons pour faire la PDN. Mais une fois qu'on a fait cette PDN, on aimerait bien les éliminer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est eux qui font relaxer après la polarisation de manière beaucoup plus rapide. Deuxièmement, il faut les filtrer, donc on a tout de suite un système de production qui devient compliqué. Et donc, on a essayé de développer dans les années récentes des agents polarisants, donc des radicaux qui sont non persistants. Donc on peut allumer et éteindre. C'est ça l'idée. On les a quand on veut faire la polarisation numérique, et ensuite, une fois qu'on a fini, on les enlève. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les grands débats physiques, mais grosso modo, c'est faisable par des méthodes optiques où on peut en fait créer des radicaux optiquement sur des molécules telles que l'acide pyruvique. Donc si on irradie l'acide pyruvique gelé avec de la lumière UV, en fait on peut créer un radical qui peut être utilisé pour faire la polarisation. Et l'avantage de ce radical, c'est qu'une fois qu'on le réchauffe, et on réchauffe la solution, il se recombine spontanément en de l'acétate et du CO2. Donc il n'y a plus de radicaux et il y a un peu de vinaigre. C'est assez intéressant. Parce qu'en plus, le vinaigre, il n'y en a pas beaucoup. S'il faut regarder ici
le spectre, ben, il y en a 1 pour 1000 environ. Donc il y a vraiment un petit résidu de quelque chose qu'on a déjà en relativement grande quantité dans le sang, donc on n'augmente même pas la concentration d'acétate dans le sang. Donc on a vraiment un produit ici qui est au niveau profil profil pharmaceutique qui est très pur. Donc ça, c'était une des choses qu'on a découvert en 2013. Et on a juste quand même testé si on pouvait toujours faire exactement le même processus dont je vous ai parlé, donc PDN, injection, et ensuite imagerie, pyruvate lactate. Donc ça, c'était si vous voulez, la preuve de concept dans une souris, qu'effectivement, on avait à nouveau les mêmes, à l'époque, des polarisations plus faibles, mais quand même suffisantes pour imager. Et même aujourd'hui, ça a été démontré qu'on arrive quasiment aux mêmes polarisations, donc de 40% de polarisation avec ce genre de radicaux. Et la raison pour laquelle ils sont plus intéressants encore que juste parce que ça disparaît, c'est qu'on peut annihiler ces radicaux, pas seulement juste en les mettant à température ambiante, en les faisant en dissolution, en les réchauffant juste un petit peu. Si vous regardez ici cette courbe, on voit que le signal du radical, qui est mesuré par résonance magnétique, mais des électrons, en fait, il disparaît à une température relativement basse où la substance est toujours solide. Donc, quand la substance est toujours solide, on peut la conserver à froid. Et en fait, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des T1 maintenant qui sont de l'ordre de 20-30 heures. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait polariser quelque chose, le mettre dans une petite valise avec un petit aimant permanent et de l'azote par exemple, et le transporter, et ce serait toujours polarisé après plusieurs heures. Donc ça, c'est une des pistes sur lesquelles on travaille, parce qu'à ce moment, ça veut dire qu'on pourrait préparer les doses, 20 doses le matin, et avoir une injection qui pourrait complètement désynchroniser la production de l'injection. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai mis ici juste les figures du papier, mais ça montre qu'on peut effectivement faire cette dissolution, ce qu'on a appelé ex situ, c'est-à-dire maintenant on n'a plus besoin de mettre de l'eau dans le cristal, on sort juste le solide, et puis on peut le mettre dans un petit aimant et le garder, le transporter jusqu'à l'IRM. Alors, juste pour finir, peut-être quelque chose de plus, on va dire controversé, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette méthode d'hyperpolarisation pour quelque chose de, finalement, aujourd'hui, qu'on fait très bien avec le gadolinium. C'est pas du métabolisme, c'est faire de la perfusion, de l'angiographie. La réponse, elle est oui. Finalement, c'est un exemple, ça, c'est qui a été fait, qui donne un peu une idée de ce qui peut, à nouveau, c'est le petit animal, mais je trouve que c'est quand même assez spectaculaire. Ça a été fait chez le porc avant, mais vous voyez bien qu'on a une résolution dans le plan de 1 mm avec une image C13. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je dis au début, c'est qu'on n'a pas d'image de fond, donc on a vraiment quelque chose d'assez clean au niveau de la perfusion. Et comme on sait que aujourd'hui les utilisations de gadolinium sont un petit peu suspectées de créer d'autres problèmes chez le patient, on peut se demander si un jour les institutions sanitaires ne vont pas couper les autorisations. Est-ce qu'on pourrait remplacer avec cette technologie quelque chose qui permettrait de voir les choses différentes avec des substances qui sont complètement adéquates et qui ont un profil profil d'inutilité qui est très bon. Donc ça, c'est j'ai pas la réponse, mais disons que c'est une technologie qui pourrait permettre de voir des choses qui pourraient, dans une certaine mesure,
remplacer certaines applications de Gadolinium qui sont faites aujourd'hui. Voilà, donc en conclusion, je voulais dire que on pense que cette technologie peut avoir une valeur clinique. En tout cas, c'est ce qui a été fait aujourd'hui tend à démontrer ça. Il y a eu plus de 200 scans qui ont été faits à ce jour chez l'homme. Probablement qu'on s'attend à en faire 1000 avec la technologie actuelle, mais pour aller au-delà, il faudra certainement simplifier certaines étapes là-dedans pour que ça devienne plus viable à long terme. Donc c'est un peu ce que j'ai montré. Est-ce qu'on pourra un jour implémenter ça plutôt, on va dire, dans un modèle plus proche du PET, où on a une production centralisée et on livre au centre d'imagerie les molécules plutôt que de les faire sur place. Alors ça serait évidemment beaucoup mieux, et donc on va voir si on va pouvoir développer ça dans le futur. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui ont participé à ces études au fil des années. Ils ne sont peut-être pas tous là, mais les plus importants, on va dire, les gens avec qui j'ai travaillé dans le cadre du CBM, entre autres évidemment Jean-Noël, et Rolf Rutter, Jacques van der Klink et Jörg Schwitter à Lausanne, et puis tous les gens qui ont fait les manips, Andrea, Tian, Tim, Jessica, Mor, Najat et Ikari, qui étaient avec moi quand on était à Lausanne, et puis les gens qui bossent avec moi sur ce projet chez GE. On n'est pas beaucoup, mais on essaie de faire avancer les choses. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Des questions ? Pas de questions, ça veut dire que je n'ai pas expliqué correctement. Ils sont timides, c'est le soir. Il y a l'apéro. Moi, j'ai peut-être une question quand même pour commencer. Tu n'as pas parlé du versant des séquences de l'imagerie. Est-ce que là-dessus, tu peux commenter à la fois sur où on en est, ce qu'on sait faire, les propositions qu'il y a aussi classiques. Enfin, voilà. Est-ce que c'est des trucs complètement, des séquences hyper sur mesure, très compliquées? Est-ce que c'est des choses très classiques, à quoi il faut faire attention? Enfin voilà, ce genre. Non, c'est une très bonne question. Effectivement, j'aurais peut-être dû avoir une ou deux diapos là-dessus. Une des raisons pour laquelle peut-être c'est une question difficile à répondre, c'est qu'il n'y a personne qui est encore d'accord sur comment on va vraiment obtenir ces images, et chacun vient avec sa sauce, pensant qu'il est plus intelligent que le voisin. Mais il y a quand même une certaine tendance, on va dire, qui se dessine, parce que, évidemment, la difficulté de base, c'est qu'en principe, on devrait faire des images à 5 dimensions. Si on peut parler comme ça. Donc on a 3 dimensions spatiales, une dimension spectrale et une dimension temporelle. C'est comme ça qu'on peut vraiment obtenir un flux métabolique. Donc évidemment, tout ça en quelques secondes, ça fait des choses assez complexes, avec des gradients qui partent dans tous les sens. Donc il y a pas mal de choses qui ont été testées. Et jusqu'à présent, on va dire, la chose la plus robuste sur lesquelles les gens finalement sont concentrés, c'est de effectivement faire du sampling, enfin de l'échantillonnage spectral assez mauvais, mais quand même qui permettait d'avoir une vision de ces pics. Ce qui est un peu absurde en soi, parce qu'on sait très bien où ils vont être, ces pics. Donc si on pouvait ouvrir le récepteur à une fréquence particulière pour le lactate, le pyruvate,
Donc peut-être je reviens sur quelques exemples pour vous montrer. Par exemple, dans ce cas-là, on n'a pas fait une acquisition spectrale. On a utilisé du SSFP. Donc c'est-à-dire, on fait une excitation sélective et on acquiert une image juste EPI classique. Simplement, ce n'est pas la fréquence évidemment classique de l'eau, c'est la fréquence du métabolite en particulier. Donc, évidemment, ça permet d'avoir une résolution spatiale qui est beaucoup plus grande parce qu'on ne passe pas du temps à échantillonner le domaine spectral. Et donc, peut-être ce sera ça l'avenir. Le problème, c'est qu'il faut être sûr qu'on excite la bande qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que les gens sont un peu hésitants en disant il faut qu'on sache très bien, qu'on connaisse très bien notre champ B0, il faut qu'on connaisse très bien notre champ B1. Et évidemment, ça, c'est pas trivial. Alors, là-dessus, il y a maintenant des développements sur comment faire des scans préliminaires et de les mettre juste avant ou entre les acquisitions pour essayer d'aller vers ça. Parce que, évidemment, si on veut vraiment aller vers de la plus haute résolution, je pense que ce sera le seul moyen. Ce sera de faire des sélections, des excitations sélectives et de faire des enregistrements à une seule fréquence. Mais la plupart des scans aujourd'hui chez les patients, c'est toujours fait avec ce qui s'appelle EPSI, c'est-à-dire cette séquence où on acquiert le spectre, en tout cas quelques points du spectre, rapidement dans chaque voxel. Donc ça donne des choses. Je reviens à nouveau sur un exemple, peut-être qui est plus parlant, c'est celui-là. Voilà. Donc ça vous donne, vous voyez bien ici la prostate, ça vous donne que chaque voxel correspond à un spectre construit. Et donc on fait ça c'est relativement rapide, c'est quelques centaines de millisecondes, mais à intervalles réguliers, mais ça donne évidemment une résolution spatiale qui est pas optimale. C'est un peu une réponse longue. Mais... Non, je ne vais pas non plus garder le micro pour moi, mais c'est un peu en lien quand même. Je le disais un peu dans mon introduction, là on voit beaucoup de choses qui, en radiologie, a l'air plutôt basse résolution. On a parlé d'un traceur qui a une certaine durée de vie. Ça, c'est des trucs qui, j'imagine, font absolument pas peur à des nucléaristes. Et je voulais savoir, dans l'expérience des centres cliniques qui utilisent ça, enfin, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est les radiologues qui sont très convaincus? Est-ce que c'est un nouveau type de médecins qui s'intéressent à tout ça? Comment ça se comporte avec ceux qui font des approches hybrides? Enfin voilà, qui c'est les gens que ça intéresse en clinique en fait, et à qui ça fait peur peut-être aussi? En principe, c'est les radiologues qui sont intéressés. Ça c'est relativement clair. Et peut-être c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que c'est les radiologues et pas forcément les médecins qui vont prendre les décisions cliniques. Et c'est plutôt ces gens-là qu'il faut qu'on essaie de convaincre que ces images peuvent leur donner une information qui a une valeur. Parce que les radiologues, évidemment, eux, ils sont déjà convaincus que leur IRM est essentiel à l'hôpital. Donc effectivement, ça c'est peut-être toute une classe de personnes vers laquelle, qu'on doit convaincre maintenant. Après, on va dire que les gens du PET nous voient pas forcément d'un très bon œil, parce qu'évidemment c'est quand même un peu de la compétition, bien que en général, on va dire, ce serait plutôt, on va certainement jamais faire du corps entier en hyperpolarisé. C'est probablement pas possible, bien qu'on est en train de développer une bobine corps entier de C13. Bon, on ne sait pas, je suis d'accord avec vous, mais ça va quand même être difficile. Donc dans ce sens, je dirais que le PET a toujours clairement un avantage aussi sur les coûts.
Mais bon, c'est vrai que si on pense au PET il y a 20 ans, un cyclotron, etc., ça paraissait complètement absurde. Et puis, voilà, exactement. Mais il y a pas mal de personnes maintenant, enfin de chercheurs qui sont impliqués dans cette recherche clinique qui ont les fameux PET-MR que personne ne sait à quoi, enfin, dont personne ne connaît les avantages, qui sont des machines qui sont très appropriées pour faire ce genre d'études. Parce qu'effectivement, on peut vraiment corréler deux études métaboliques dans la même machine. Donc je pense que ça serait intéressant à voir comment ça va se passer. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt les radiologues qui sont après ça, cette technologie. Comme vous venez de le dire, c'est vraiment quelque chose de métabolique. Les radiologues et le métabolisme, c'est pas copain. Non, c'est vrai. Pas souvent. Non, c'est vrai. Il faut vraiment qu'il y ait une clarisse qui rentre dans la danse. Oui, c'est tout à fait vrai. Non, ça c'est certain. Et puis toute la méthodologie aussi. Pour la raison pour laquelle aujourd'hui on a tous ces problèmes, parce que le design de départ était beaucoup trop compliqué, c'est parce qu'on n'a pas impliqué les nucléaristes. Parce que les nucléaristes, ils ont une approche beaucoup plus du labo. Ils disent, nous on ne travaille pas en GMP, on filtre et on injecte, quelque chose qui n'est pas produit dans une pharmacie. Par contre, si on implique des pharmaciens, alors eux, là, il faut tout faire en GMP et c'est beaucoup plus compliqué. Hein, Eric, tu peux confirmer. Et donc, on est parti sur ce que je vous montrais tout à l'heure, donc ce fluid pass, qu'on a voulu stérile, qui est très compliqué à stériliser parce qu'il y a de la colle, il y a des pièces en plastique qui sont très très grosses, etc. Et finalement, le nucléariste de New York, il est venu et il a dit, vous avez vu ce filtre-là? Ben, si vous pouvez me démontrer qu'il est intègre après tout ça, le reste, tout ce qui vient avant, je m'en fiche. Ça n'a pas besoin d'être stérile. Voilà, c'était l'approche complètement pratique du nucléariste. Et donc ça a beaucoup simplifié. Enfin, ça va simplifier les approches. Merci Arnaud pour la présentation. Moi j'ai une question pour quand ça deviendrait une routine clinique. Pour avoir fait ces expériences, on sait que avant que tout ce qui va se passer avec les UV va sûrement aider. Mais à cause du T1, on sait que c'est une danse qui est très rapide à faire. Et quelle va être la place en fait du technicien? Est-ce que ce sera quelque chose d'automatisé ou des gens très très entraînés dans cette danse synchronisée? Bon, écoute, Ton avis? non, enfin, le but c'est que ce soit effectivement accessible enfin que ce soit qu'on n'ait pas besoin de 27 physiciens et de spécialistes derrière la console pour faire ce genre d'acquisition. Après, on en est assez loin, évidemment aujourd'hui, mais je dirais que on a quand même des séquences qui commencent à être beaucoup plus robustes. On a tous des packages maintenant qui sont développés, en tout cas sur les scanners GE, pour aider les gens à ne pas avoir besoin de même savoir coder des séquences. Donc il y a des choses qui sont là en place, les reconstructions sont faites aussi. Tout ça c'est déjà plus ou moins en place. Et donc on va vers ça. Et puis deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de développer une bobine corps entier du C13 pour faire une excitation homogène. Ça c'est aussi le grand problème. C'est toutes ces bobines de surface, les B1 sont terribles, etc. Donc c'est plutôt ça un peu le placement des bobines, etc. Les choix de fréquences qui compliquent les acquisitions. Une fois qu'on a une excitation homogène, tout devient beaucoup plus simple. Est-ce que ça impliquerait d'avoir vraiment des IRM spécifiques ou bien on pourrait théoriquement le faire sur n'importe quel type d'IRM? Alors évidemment il faut avoir l'IRM multinoyau puisque les fréquences sont différentes de l'IRM proton de l'eau, donc il faut de toute façon une deuxième
un deuxième récepteur. Mais sinon, pour le reste, à partir du moment où on a les bobines, on travaille sur des scanners 3 Tesla classiques. Donc l'architecture, elle est pas différente là. Oui. Vous dites que peut-être un des problèmes qu'on peut pas, d'application directe en clinique, c'est le fait que la production des solutions est à côté, tout ça c'est très rapide. Mais là encore, si on regarde les nucléaristes, maintenant il y a certains, je ne suis pas un expert, mais il y a certains radiotraceurs comme le rubidium qui sont produits sur place et injectés directement. Oui. Maintenant on fait aussi du gallium où on fait des très courtes périodes. Là peut-être, finalement c'est juste une question pratique et peut-être de réduction de taille qui pourrait jouer aussi avec ce système-là. Non, absolument, absolument. Après, cela dit, ça dépend quel genre d'application on parle et puis dans quelle mesure on veut rester dans des domaines de niche ou spécialisés avec effectivement des choses sur place. Je ne dis pas qu'il va y avoir un endroit dans le monde où on fait ça pour partout, mais pas. L'idée, c'est que peut-être s'il y a vraiment un bénéfice on va dire clinique, qu'un hôpital universitaire prépare les doses pour des hôpitaux qui finalement qui font de l'IRM plus standard sans forcément aller vers les choses plus compliquées. À nouveau, c'est un modèle, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, mais on peut imaginer que s'il y avait vraiment un intérêt, c'est quelque chose de faisable. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, merci Arnaud pour la présentation et puis je vous invite à poursuivre la discussion autour d'un verre. Merci.